Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer. Je vous remercie d'être présents à cette conférence dans le cadre du festival Les Maths dans tous leurs états, qui est organisé par l'association Les Maths en scène. Donc, cette association est composée d'enseignants, chercheurs, chercheuses et d'enseignants du secondaire. Et notre objectif, c'est de faire la diffusion de la culture des maths et des sciences de l'informatique pour toutes et pour tous. Donc, nous sommes dans la 5e édition du festival qui se termine demain. Et donc, c'est un festival international. Nous avons pu découvrir un certain nombre de conférences de différents pays partenaires. Et donc, ce soir, nous recevons Andrés Navas. Donc, je laisse Constanza Rojas Molina de présenter André, qui est Constanza est membre du conseil scientifique de l'association Les Maths en scène. Merci Aurélia et merci Andrés d'être là. On a le plaisir d'avoir Andrés avec nous. Andrés, il est mathématicien chilien. Il a fait ses études de licence à l'université de Santiago du Chili. Ensuite, il a fait son DEA à Orsay. Il a fait son doctorat à l'ENS Lyon. Et après un postdoc à l'Institut IHES à Paris, il est rentré au Chili où il a fait une carrière comme professeur de département de mathématiques, mais aussi comme divulgateur de mathématiques. Et il a déjà publié 2 livres qui ont fait des best-sellers à niveau national. Un qui s'appelle en espagnol Un viaje a las ideas, un voyage aux idées, et l'autre Leçons mathématiques pour la pause. Je ne sais pas comment traduire récréo, mais voilà. Et donc, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir son exposé sur les carrés magiques. Donc, merci Andrés. Voilà, merci. Je m'entends moi aussi. Ça va? Vous m'entendez bien? Oui. Ok, super. Merci Constanza, merci tout le monde d'être là. Et puis, bon, ce sont des circonstances un peu spéciales, mais voilà, on peut en tirer des choses positives. C'est un peu, c'est le côté magique de la pandémie. On est connecté. Moi, je suis au Chili en ce moment. Je suis de l'autre côté de la planète, près de la ville natale de Constance. En fait, je suis dans un petit village à Los Andes, sur la frontière vers l'Argentine, en fait. C'est un peu magique d'être connecté comme ça. Et je vais vous parler d'une chose qui est très chouette. Et vous voyez là des inconnus, mais en fait, n'ayez pas peur parce que c'est pas très compliqué. On va résoudre une petite équation, mais vous allez voir, c'est quelque chose de très sympa et qui fait partie de l'histoire des maths, même si c'est pas toujours c'est pas toujours connu. En fait, parfois, on oublie de partager ces côtés magiques des maths. Alors, ça commence avec une histoire, en fait, une histoire très ancienne, avec un objet mathématique que j'aime beaucoup. C'est l'un des premiers objets mathématiques dont on constate dans l'histoire des maths, en fait. Et cet objet mathématique vient de Chine, en fait. Et ça consiste en un carré des nombres avec tous les chiffres. 1, 2, 3 jusqu'à 9, et qui sont disposés sur ces carrés ici à gauche, d'une manière spéciale, de sorte que la somme des nombres dans chaque direction soit la même. Par exemple, ici, 4 plus 9 plus 2, ça fait 15. Aussi, 3 plus 5 plus 7, et 8 plus 1 plus 6. Au vertical aussi, ça fait 15. Vous pouvez faire les calculs. Et en diagonale aussi, ça fait 15. 4, 5, 6, ça fait 15, et 2, 5, 8, ça fait 15. Et en fait, c'est à peu près la seule manière de disposer les nombres de telle sorte que cette propriété magique, c'est pour ça qu'on l'appelle un carré magique, soit satisfaite. Si on place les nombres n'importe comment, alors on détruit ces propriétés, mais cette configuration fait que les sommes dans toutes les directions soient les mêmes. Et en fait, il y a une histoire à propos de cet objet. On raconte qu'il y avait des tempêtes, des inondations en Chine ancienne. Et l'empereur, il est allé vers une rivière, la rivière Lo, et il est allé faire des offrandes aux dieux. Et en fait, il y avait une tortue
qui mangeait ces offrandes. Et en fait, on a regardé le dos de la tortue et on a vu qu'il y avait des marques. Et la quantité de marques correspond au nombre qui apparaissent dans les carrés magiques. Par exemple, ici, au centre du dos de la tortue, il y en a 5 marques. Ici, il y a le nombre 5, etc. 3 et 7, voilà. Et c'est à cause de ça que ce carré porte un nom. Ça s'appelle le carré de l'Oshu. L'eau, c'était la rivière, et chou, ça signifie tortue. Okay? C'est la tortue de la rivière Lo qui portait un carré magique sur son dos. Et en fait, c'est intéressant parce que vous savez que les tortues portent un certain sens spirituel dans la culture ancienne en Chine. Et en fait, jusqu'à nos jours, par exemple, vous pouvez voir dans les dessins animés qui viennent d'Orient, il y a toujours des tortues. Et par exemple ici, il y en a deux. On a fait le mélange ici. Il y a le Roshi et là, j'ai oublié le nom. Peu importe. Mais en fait, l'ancêtre original de ces tortues, en quelque sorte, c'est la tortue de la rivière Lo. C'était une tortue mathématicienne, si vous voulez. Mais en fait, le carré, il est encore plus beau que ça parce que au-delà du fait que si l'on somme les nombres à l'horizontale, verticale et en diagonale, ça fait la même somme, et on peut faire des combinaisons et c'est très, très, très sympa parce que si vous formez les nombres 80 et 492 ici, puis 357 et 816, ce sont les nombres que j'ai ici, et vous les lissez dans la direction opposée, c'est bon. C'est grâce aux propriétés magiques du carré que vous allez obtenir la même somme, et aussi au vertical. Mais en fait, je vous laisse ça comme un exercice. Vous pouvez le tester avec une calculatrice, mais l'exercice consiste à mieux comprendre ce phénomène. C'est que si vous prenez les carrés des nombres qui apparaissent, donc 492 au carré plus 357 au carré, etc., alors vous trouvez la même somme pour les nombres à l'horizontale et au vertical. C'est une magie, une petite magie supplémentaire qui se produit pour les carrés de l'Oshu. Mais en fait, je vais être très honnête, mon objet préféré, ce n'est pas le carré de l'Oshu, c'est cet objet-là dont j'ai connu l'existence il y a quelques années, en fait, et c'est un peu surprenant. Peut-être c'était de ma faute, mais en fait, j'ai passé déjà 20 ans de ma vie à faire des maths et je n'avais pas rencontré cet objet merveilleux qui me fascine jusqu'à aujourd'hui parce que je le trouve parmi les objets élémentaires en maths. C'est l'un des plus beaux objets qui a été inventé, en fait. Et bon, c'est l'analogue du carré magique de l'Oshu. Au lieu de mettre les chiffres de 1 jusqu'à 9, on met les nombres de 1 jusqu'à 16 parce que c'est un carré de 4 fois 4. Et on met chaque chiffre de telle sorte qu'on a le même type de propriété. Par exemple, si vous prenez la somme à l'horizontale, 7 plus 12 plus 1 plus 14, ça fait 34. Et aussi, vous pouvez tester 2 plus 13 plus 8 plus 11, ça fait 34, etc. Donc, à l'horizontale, ça fait la même somme, et au vertical, ça fait la même somme aussi. Mais aussi, il y avait les diagonales, mais ici, il y a même plus que ça, parce que vous voyez ici en rose, il y a 1, 11, puis cette diagonale continue de l'autre côté, 16 et 6. Et si vous faites la somme, ça fait aussi 34. Et aussi pour l'autre diagonale en bleu, là. Et il y a même plus de combinaisons qui font que la somme soit 34. Ici, il y a les petits carrés là, sur chaque côté. Et ça fait aussi 34. Et il y a même plus. Il y a aussi il y a ces carrés centrales et plus d'autres combinaisons. Et en fait, il y en a même plus. Et je crois qu'il y en a plus encore. Et vous pouvez tester. Par exemple, ici en vert, 7 plus 1 plus 16 plus 10
ça fait bien 34. J'espère ne pas me tromper, mais oui, ça fait 34. Je crois qu'il y a même plus de combinaisons qui font une somme de 34. Je crois qu'il y en a même plus. Il devrait y avoir une autre. Et peut-être il y a une autre. Et je crois que c'est tout. Non, il y avait une autre encore. Et voilà, il y avait une autre. Et voilà. Il y avait 52 combinaisons de nombres qui font une somme égale à 34. Et aussi, cet objet, il est fascinant d'un point de vue culturel. On avait vu que le carré de Loshu, ça vient de la Chine ancienne et qui porte une certaine histoire. Ces carrés magiques, on l'appelle, bon, se trouve sur une gravure, sur un temple dans ces villages-là qui se trouvent en Inde. Et ici, c'est en espagnol, mais c'est le centre de l'Inde. C'est un village merveilleux qui a été déclaré en fait patrimoine par l'UNESCO parce qu'il y a une architecture et des temples vraiment formidables. Mais à côté de ces images-là, on trouve ici une gravure. Et ça, ce sont les nombres. Je crois que c'est en sanskrit. C'est exactement le nombre que je vous ai montré, les nombres qui apparaissent dans les carrés magiques de Khajuraho. En fait, ces carrés magiques, ça porte un nom, ça s'appelle le Chautisa Jantra. Et les noms Jantra, ça vient de cet objet-là. Peut-être vous le connaissez mieux, c'est plus connu, c'est le Sri Jantra, qui aussi a une certaine valeur spirituelle en Inde. Et Chautisa, l'autre mot là, en français, on devrait dire Chotisa, je ne sais pas comment le dire exactement, mais ça signifie 34. Donc, c'est le jantra du 34, et le jantra, c'est encore une fois, c'est n'importe quel objet qui porte un sens spirituel. Et ça, c'est vraiment formidable parce que ces carrés de nombres, de la même manière que le carré pour les Chinois portait une certaine valeur spirituelle, ici aussi, on trouve cette valeur qui est gravée sur ces nombres. C'est un peu magique, tout ça. Et ici, j'ai mis quelques monuments. En fait, c'est pas n'importe qui, ces messieurs-là, ce sont des dieux. En fait, celui-là, c'est Vishnu. Et à côté, il y a Lashmi. Et juste à côté, il y a la gravure le Chautisa Yantra, Karujaho. Enfin, c'est un objet vraiment merveilleux. Et peut-être vous connaissez d'autres carrés magiques. Par exemple, celui-là, il est plus proche pour une culture plus occidentale. C'est le fameux carré magique. Et avant de vous dire, parce que peut-être vous ne le connaissez pas, mais regardez qu'ici, il y a un nombre qui se répète, c'est le 14. Et c'est parce que, en fait, la somme ici, ce n'est pas 34, c'est 1 plus 14 plus 14 plus 4, ça fait 33. Et c'est un carré très symbolique parce que la sculpture qu'il y a à côté, ça représente le WC de Judas. Et voilà, ça s'appelle, ça se trouve à la Sagrada Familia à Barcelone. OK? Et justement, on a dit modifier le nombre de telle sorte que la somme dans plusieurs directions, pas toutes comme dans le cas de Chautisa Yantra, mais dans plusieurs directions aussi, la somme soit égale à 33. Alors, celui-là, il est très beau aussi. Alors, j'ai mis une décoration pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est. Mais en fait, de nouveau, on ne voit que de nombres, mais en fait, il est vraiment, vraiment beau parce qu'à nouveau, il y a, maintenant, c'est un carré magique avec les nombres de 1 jusqu'à 25. C'est un carré d'ordre 4, d'ordre 5. Mais il y a une propriété supplémentaire. Il y a beaucoup de sommes qui font qui donnent la même valeur. Il y a même 120 sommes qui donnent la même valeur. Mais en plus, il y a une propriété supplémentaire que je vais essayer de vous montrer ici. Si vous prenez le nombre 5 et vous additionnez 21, vous allez trouver 26. C'est le double de 13. C'est pareil aussi avec les 2 et les 24, les 20 et les 6, les 19 et les 7, les 23 et les 3, les 14 et les 12, etc. Les nombres qui sont en une position symétrique par rapport au centre, la somme, ça fait 26. C'est le double du 13.
Et c'est à cause de ça que ça porte un symbolisme spécial. En fait, on trouve ces carrés magiques dans le monde arabe et c'est en fait une représentation d'Allah. Allah doit être au centre de tout. Donc, il est au centre du carré et tout est symétrique par rapport au centre. Voilà. Et en fait, je devrais dire une chose que j'ai appris de Gautami Vodnik, qui a écrit un très beau article, je vais parler de ça après, c'est que nous, on parle des carrés magiques, en fait, c'est le nom qui est resté pour la postérité, mais en fait, dans les textes anciens, avant que le carré magique arrive en Europe, il portait un autre nom. Il s'appelait quelque chose comme des arrangements harmonieux de nombres. Et le nom de carré magique a été apporté par des savants en Europe. Et puis, ils sont devenus très, très populaires en Europe aussi. Voilà, peut-être vous connaissez celui-là. Il a été fait par Dürer. Et il se trouve ici, il y a une gravure à côté ici, je l'ai répété ici. Et il est formé par les nombres de 1 jusqu'à 16, mais ils sont disposés d'une manière différente à la disposition de Chautisa Yantra. Ça fait aussi une somme 34 sur chaque direction, mais il y a moins de combinaisons qui font la somme spéciale. Mais la raison, c'est qu'ici, si vous voyez, il y a le 15 à côté du 14, ce qui n'arrive pas dans le Chautisa Yantra. Et pourquoi est-ce qu'il y a le 15 à côté du 14? C'est parce qu'ici, il y a une date. C'est l'année. C'est l'année où cette œuvre d'art a été produite, en fait. OK? Donc, il y a toujours dans ces objets, il y a toujours des choses cachées, des belles choses qui sont cachées. Et c'est très intéressant comment les gars, ils produisaient ces carrés magiques dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, en fait. Et puis, puisqu'il y avait des choses intéressantes, ce monsieur-là, Euler, qui est au moins le mathématicien le plus prolifique dans l'histoire, c'est l'un des grands mathématiciens de l'histoire, il s'est intéressé au carré magique d'une manière très sérieuse. Il a vu des maths profondes dans les carrés magiques. Il a formulé des problèmes, des conjectures. Il a construit des choses vraiment formidables à propos des carrés magiques. Et voilà, en particulier, il a construit ces carrés d'ordre 8. Il y a tous les nombres de 1 jusqu'à 64. Et il porte une propriété supplémentaire. Alors ici, la somme le long des lignes, des colonnes et les deux diagonales, ça fait la même. Mais en plus, on peut remplir ces carrés en suivant le mouvement d'un chevalier d'échecs. Par exemple, si le chevalier il est ici au début, puis il fait un saut, il arrive ici, c'est les deux, puis il fait un saut, 3, 4, 5, etc. Et comme ça, on arrive à remplir tous les tableaux. Voilà, ce sont les sauts du chevalier jusqu'au moment où il remplit tous les tableaux. OK? Voilà, ce n'est pas le seul carré magique qui a été construit par Euler. On va voir un autre carré magique qui est aussi surprenant que celui-là. Mais celui-là, il est particulièrement beau à cause de cette propriété supplémentaire. Et on va voir aussi que cette idée d'utiliser le chevalier d'échecs n'est pas complètement originale. Et on va le voir dans l'histoire en fait, des carrés magiques. Et voilà, je pourrais en fait continuer à faire des exemples de carrés magiques. Il y a eu cette monsieur aussi, Benjamin Franklin, qui a construit son propre carré magique avec des propriétés supplémentaires, etc. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer qu'à une certaine époque, les gens étaient fascinés par les carrés magiques et ils ont essayé de comprendre leurs propriétés. Et je dois dire qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas compris tout ce qui se passe avec les carrés magiques. Il y a plein de questions qui restent. Et notamment, on ne sait pas compter la quantité de carrés magiques qui existent disons,
Si on prend, ici, on est en train de considérer des carrés de largeur 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on veut compter combien de carrés magiques de largeur 8 existent, avec le nombre de 1 jusqu'à 64, bon, on ne sait pas encore combien il existe. Et c'est quelque chose qui semble facile, mais en fait, même les ordinateurs les plus puissants aujourd'hui ne peuvent pas faire ces calculs. Voilà, et le dernier carré magique que j'adore aussi, c'est les carrés magiques de Ramanujan. Ici, il y a des nombres qui ne sont pas des nombres consécutifs, encore une fois, mais il y a la même somme dans plusieurs directions. C'est comme dans le cas de Chautisa Yantra, mais en fait, il y a un peu moins de combinaisons. Mais ce qui est intéressant, bon, je vais vous montrer les combinaisons. Voilà. Toujours les caisses qui sont colorées avec la même couleur portent des nombres dont la somme est égale à, dont les sommes sont égales. Ici, je crois que c'est 139, si je ne me trompe pas. Mais ce qui est spécial ici, c'est que la première ligne porte une date. Et en fait, c'est la date de naissance de Ramanujan. Alors, si vous ne connaissez pas Ramanujan, je vous laisse voir le film. Je ne sais pas quel est le nom du film en français, mais c'était L'homme qui connaissait l'infini. Je crois le titre original. En espagnol, c'était un peu différent en fait. En général, on change les noms des films, mais c'est un film que je vous recommande de voir si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il est vraiment bien fait, il est vraiment formidable. Et voilà, il s'est construit ses carrés magiques pour lui-même. En fait, il l'a fait lorsqu'il était très, très jeune, il était même un gamin. Il avait commencé à bosser sur les carrés magiques. Et même dans son cahier, parce qu'il avait un cahier où il faisait des notes, on retrouve les formules, des formules qui avaient été avant trouvées par Euler. Il les a retrouvées et c'est comme ça qu'il a construit son propre carré magique. Et le film, pour ceux qui l'ont vu, en fait, je vous recommande de le revoir et de détecter. Il y a une scène, le film il est tellement bien fait qu'il y a une reproduction de son cahier, du cahier de Ramanujan. Il y a une scène où il ouvre son cahier et on retrouve sur la page où il ouvre le cahier les formules des carrés magiques. Okay? Et ça se passe en une fraction de seconde en fait. Mais c'est vraiment une copie du cahier original. Voilà, et c'est intéressant parce que en fait, Euler et Ramanujan, ils avaient une vision qui est un peu différente de celle que je vais vous montrer. Je vais, en quelque sorte, je vais faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Je vais tuer la magie. Je vais vous montrer des formules pour fabriquer ces carrés. Mais en fait, ce sont des formules qui relèvent pas toute la magie parce que je ne peux pas vous garantir que ce sont vraiment des carrés magiques tous les temps avec des nombres consécutifs. Mais enfin, regardez cette formule. En fait, en maths, parfois, on ne parle pas de formules, on parle de formes parce qu'il y a trop de paramètres, trop de choses qu'on fait bouger. On préfère de parler de formes. On pense parfois qu'en maths, on est toujours à la recherche de formules, mais ce n'est pas toujours le cas. On est toujours à la recherche de comprendre quelque chose. Et ici, ce mathématicien Lucas, et c'est intéressant parce qu'il a fallu attendre presque le 19e siècle, je crois, au 17e. Enfin, j'ai oublié, mais il a fallu beaucoup attendre pour avoir cette formule. C'est la formule la plus générale pour fabriquer un carré magique d'ordre 3. Alors, si vous mettez n'importe quelle valeur pour S, M et N ici, vous voyez la somme sur la première ligne. Le M et le N ici sont avec un signe négatif, donc ça va s'annuler avec le M plus N ici. Et la somme, ça va être 3 fois S. Et ici, c'est pareil parce que le M positif ici, ça s'annule ici, et le N négatif ici, ça s'annule ici. Et la somme, c'est égal à 3 fois S. C'est aussi vrai pour la dernière ligne, et pour les 3 colonnes et pour les 2 diagonales. Et en fait, n'importe quel carré magique d'ordre 3 satisfait
peut être exprimé de cette façon. C'est pour ça qu'on appelle d'une forme normale pour la situation. Alors, vous mettez n'importe quel nombre et vous obtenez un carré magique. Par exemple, pour le carré de l'Oshu, il faut mettre S égale à 5. Et voilà, vous pouvez le regarder. Je crois que M c'est égal à 3 et N égale à 1. Et vous obtenez le carré de la tortue. OK? Et c'est comme ça qu'on peut fabriquer n'importe quoi. Et voilà, c'est comme ça qu'on tue un peu la magie. Parce qu'on a une formule. On ne peut pas toujours trouver des formules aussi simples que ça, mais dans cette situation, on a réussi à faire. Et ici, on a une formule pour un carré d'ordre 4 avec 16 nombres. Et j'ai mis A, B, C et D ici sur la première ligne parce que c'est justement, ce sont des nombres que vous pouvez donner a priori. Par exemple, ça peut être le nombre de votre date de naissance, comme Ramanujan. Ramanujan, il avait mis de 23, 12, 1018 et 87 pour avoir 4 nombres de plus ou moins la même taille. Donc, il est né le 23 décembre, en fait. Et puis, il a complété, disons, il a mis des valeurs pour le paramètre M et N. Et c'est comme ça qu'il a fabriqué son carré magique, parce que si vous avez cette formule et vous la complétez avec n'importe quel nombre, vous allez avoir un carré magique. Vous voyez, la somme ici, c'est A plus B plus C plus D. Et sur la dernière ligne, vous avez encore A, B, C et D. Et le N ici, il est négatif. Ça s'annule avec le N positif ici. Le négatif ici, ça s'annule avec le positif ici. Et voilà. Et ça fonctionne dans toutes les directions, horizontales, verticales et quelques autres combinaisons, comme dans le cas de Ramanujan. Donc, si vous avez cette formule, vous mettez le nombre de votre date de naissance, ou n'importe quelle date en fait, A, B, C, D, n'importe quel nombre. Vous prenez n'importe quelle valeur pour M et N et vous allez obtenir un carré magique surprenant. Et en fait, n'importe quel carré magique s'exprime de cette façon. OK? Ça, je vous la garantis. On peut le justifier mathématiquement, on peut le démontrer, entre guillemets. C'est un peu long, mais c'est pas difficile, disons. C'est plus ou moins élémentaire. Alors, j'ai fabriqué un carré pour la date d'aujourd'hui. C'est le 28 mars 2021. Et voilà, ça fait un carré magique très beau. En fait, ce carré, il est même plus beau que celui que je viens de montrer parce qu'il a les 52 propriétés du carré du Chauty-Sayantra, du carré indien. OK? Et le carré que je viens de vous montrer, en fait, il a un peu moins. Et la raison, c'est un peu bizarre, mais la raison, c'est parce que ici, la date qu'on a, si vous prenez la somme, 28, 3, 20 et 21, ça fait une somme qui est un nombre pair. Et lorsque la somme est un nombre pair, on peut fabriquer un carré magique qui est un peu plus beau que celui que je viens de vous montrer. Il y a une formule qui est spécifique au cas où la somme est A plus B plus C plus D est un nombre pair. On va dire que cette somme est égale à 2 fois S, parce que c'est un nombre pair, et ici, on incorpore le S. Donc, le S, c'est A plus B plus C plus D divisé par 2. Et puis, il y a juste un paramètre N que vous pouvez, pour lequel vous pouvez mettre n'importe quelle valeur, et vous obtenez un carré magique qui porte un nom, en fait. Et ce nom, il vient de la littérature. On les appelle pan magique, pan diagonal, même diabolique dans la littérature. Et ces carrés-là portent toutes les combinaisons du Chauty-Sayantra. Donc, si vous êtes né sur une date où le A plus B plus C plus D est un nombre pair, vous pouvez obtenir un carré magique qui est plus beau ou qui a toutes les propriétés. Les 52 propriétés souhaitées. En fait, Ramanujan, il était malheureux parce qu'il est né sur une date avec une somme impaire. Okay? Mais il avait complètement compris la situation. Il y a des petites choses comme ça qui se passent avec les carrés magiques. Et voilà, et en fait, il y a même des mathématiques sérieuses. Alors, je vous laisse un lien ici, c'est le site que
très probablement vous connaissez, c'est Images des maths, Images des mathématiques. Il y a des articles à propos des carrés magiques, et notamment du carré magique de Chautisa Yantra, le plus beau parmi les carrés magiques. Et, par exemple, on peut penser au problème de comment récupérer le Chautisa Yantra rapidement. Et en fait, il y a un mathématicien indien qui, cette année-là, 1356, s'est intéressé à ce problème. En fait, il l'a résolu. Narayana Pandit, il a prouvé un vrai théorème de maths qui a été un peu oublié dans la littérature. Même Euler ne connaissait pas parce que c'était pas traduit le texte de Narayana. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il donne un algorithme pour placer le 1 jusqu'à 16 avec le mouvement d'un chevalier d'échecs. Donc, cette idée des chevaliers d'échecs pour les carrés magiques, ça vient d'Inde, en fait. Okay. C'est la même idée qui avait été utilisée par Euler, mais ça vient d'Inde. Et voilà, j'ai fabriqué un carré magique pour Euler, en fait, et il est d'ordre 5. Ici, il y a 120 combinaisons qui font la même somme. Il n'est pas si beau parce que malheureusement, j'ai besoin d'utiliser des nombres négatifs, mais ok, c'est pas très grave. Mais en fait, ici, il y a deux dates. C'est la date de naissance d'Euler, le 15 avril 1707, et ici, c'est la date de sa mort, le 18 septembre de 1783. En fait, il y a un petit détail, en fait, dont je ne connais pas complètement l'histoire. Quand est-ce qu'il a fabriqué son carré magique, celui des chevaliers d'échecs, etc. Il y a une petite histoire dans l'histoire d'Euler. Un petit détail, c'est qu'il était extrêmement formidable pour faire des calculs. Et il était capable de faire des choses impressionnantes. Et d'autant plus qu'une bonne partie de sa vie, il est devenu aveugle. Mais en fait, il continue à faire des calculs et très probablement, au moins le carré magique que je vais vous montrer après, il l'a créé lorsqu'il était déjà aveugle. Et ça, c'est quelque chose que pour moi, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et voilà. Bon, je vais vous montrer des carrés magiques avec des nombres, parfois des nombres consécutifs, parfois on impose des nombres. Mais en fait, on pourrait se poser des questions plus générales. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire à propos des carrés magiques avec des nombres premiers? Est-ce qu'on peut toujours fabriquer des carrés magiques avec des nombres premiers? Bon, ici, il y a un carré d'ordre 3 avec 9 nombres premiers qui ont les propriétés magiques. Donc, la somme le long des lignes, les colonnes et les deux diagonales, ça fait la même somme. Mais c'est un vrai défi et je vous l'avoue que je ne sais pas comment faire. Remplir un carré magique d'ordre 8 avec que des nombres premiers, distants, évidemment. Andrés, j'ai une question. Ce carré magique d'ordre 3, c'est quelle valeur de S, M et N? Ah, c'est une bonne question. Donc, très belle question. Donc, on peut calculer le S, M et N. Par exemple, ici, on doit faire la somme. Ça fait centre et ça fait combien la somme? Oups. 101, 130, 100. 177. Et si on divise par 3? 59. Bon, 59? C'est vrai? Oui. Ah oui, le S, c'est 59, c'est lui au milieu. Je vais revenir sur le slide. On va voir. Oui, Ici, c'était 3S. C'était 3S la somme. La somme, c'est 3S, mais celui qui reste au milieu, c'est S. Et c'est toujours comme ça. Et puis, on peut découvrir le M et le N assez facilement parce qu'ici, il y a le N, ici, il y a le M. Donc, voilà, 59 plus M, c'est 101 et 59 plus N, c'est 47. Donc, le N, c'est moins 4, en fait. C'est un nombre négatif parce que 59, non, 59 plus, non, c'est pas moins 4, c'est moins 12.
moins 12. 59 plus moins 12, ça fait 47. OK? Et 59 plus quelque chose, ça fait 101, ça fait 42, je crois. Non, 52. Non, Ok, merci. 42. OK? Et c'est comme ça. On retrouve les valeurs des chiffres. OK? En fait, oui, mais en fait, il n'y a pas de règle. Comment donner des valeurs à M et N, par exemple, pour trouver un carré magique avec des nombres premiers. Par exemple, ici, j'ai une formule. Je peux vous dire, je vais mettre A, B, C et D des nombres premiers, ou ici plutôt, A, B, C et D des nombres premiers. Et puis, comment est-ce que je retrouve M et N de telle sorte que tous les restes des nombres, ce soit des nombres premiers. Ça, on ne sait pas. C'est un problème difficile. Mais en fait, on sait que des carrés magiques avec des nombres premiers, il existe. Au moins, on les sait fabriquer en fait à l'ordre 8 et en fait, on les sait fabriquer de manière explicite à plusieurs ordres, mais pas en général parce que vous savez que en général, on ne sait pas comment fabriquer des nombres premiers. Hein. On sait depuis l'Antiquité, depuis Euclide en fait, qu'il y a une quantité infinie de nombres premiers, mais il y a des choses qu'on ne sait pas sur le nombre premier, par exemple. Ce qui est important, c'est que même si on sait qu'il y a une infinité, parce qu'on a une démonstration pour ça, une démonstration plutôt facile qu'il y a une quantité infinie de nombres premiers, d'un point de vue pratique, si vous voulez, on n'a qu'un nombre fini de nombres premiers parce que on n'a pas réussi à trouver une méthode qui ne fabrique que des nombres premiers en fait. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on a une liste de nombres premiers. Ce sont les nombres premiers qu'on connaît. Et en particulier, on connaît, puisqu'on connaît une quantité finie, il y a un nombre premier le plus grand qu'on connaît. Et c'est celui-là. Il a été découvert il y a quelques années. En général, on découvre un nombre premier nouveau tous les 2 ans, plus ou moins. Et c'est un nombre extrêmement grand. C'est 2 à la puissance 82 millions, etc. Et à tout ça, vous enlevez 1. C'est un nombre premier spécial, on l'appelle un premier de Mersenne. Et voilà, et ces livres-là, j'ai pris la photo, c'est le musée au Mexique, en fait, le musée des maths au Mexique, où on a imprimé les chiffres de ces nombres-là, et ça fait quelques livres, en fait. Sur ce livre, on ne trouve que les chiffres décimales de ces nombres premiers. Donc, on a juste, même si on sait qu'il y a une infinité de nombres premiers, on ne connaît on a une quantité finie de nombres premiers. Donc, à un moment donné, on devrait se dire, bon, on ne sait pas si on va pouvoir construire des carrés magiques pour n'importe quel ordre, avec que des nombres premiers, parce qu'on ne connaît qu'un nombre fini de nombres premiers. Mais en fait, ces deux messieurs-là, Ben Green et Terence Tao, ils ont démontré des tas de théorèmes impressionnants à propos de la structure des nombres premiers. Et ils ont démontré, en particulier, qu'il y a des carrés magiques de nombres premiers distants, aussi grands qu'on veut. Donc, si je veux construire un carré de 1 milliard par 1 milliard, et avec que des nombres premiers et tous distants, bon, ça existe en fait. Mais on ne peut pas mettre les mains sur les carrés de manière explicite. C'est une démonstration, c'est comme la démonstration d'Euclide qui dit qu'il y a une infinité de nombres premiers. Ici, il y a une infinité de carrés magiques de nombres premiers. Mais en fait, si on veut le fabriquer à la main, la capacité de calcul, même des ordinateurs les plus puissants, ne permettent pas de le faire de manière explicite. C'est un théorème d'existence, pas un théorème qui nous dit, pas une recette pour les calculer, en fait. Et voilà, c'est vraiment un théorème formidable, pas parce que, en fait, c'est pas cet énoncé qui est formidable, parce que ce qu'ils ont fait, ils ont bâti une théorie pour comprendre les structures des nombres premiers. Et c'est toute cette théorie et quelques conséquences qui est formidable. C'est là, à propos des carrés magiques, en fait, c'est un peu
c'est un peu bien mineur par rapport à tout le reste. Mais enfin, c'est surprenant que ça existe et qu'en même temps, on ne puisse pas mettre la main sur les carrés magiques. Mais ça existe. Et c'est vraiment un théorème important et un résultat important. Et encore une fois, ce n'est pas parce que ça porte sur le carré magique, mais c'est parce que ça porte sur le nombre premier. Et les nombres premiers, on le sait, c'est l'objet fondamental de l'arithmétique, si vous voulez. Okay? Et plus ou moins, pour vous donner une idée, le point, c'est que les nombres premiers, ils sont faits pour les multiplier, si vous voulez. Tout nombre, tout entier est un produit des nombres premiers. Donc, le procédé naturel pour faire avec les nombres premiers, c'est de les multiplier. Mais ici, on est en train de les additionner. Et voilà, c'est ça le point. C'est pour ça que la chose ça devient si compliquée. Parce qu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas naturel avec les nombres premiers. Les nombres premiers sont faits pour les multiplier, mais ici, on est en train de les placer sur un carré, plus les additionner. Et c'est cette structure à la fois d'addition et de multiplication sur le nombre entier, c'est quelque chose qui porte encore des mystères, même jusqu'à aujourd'hui, des grands mystères sur l'arithmétique. Voilà. Et voilà, ici, il y a un autre carré magique que j'adore, en fait. Celui-là, il a été aussi construit par Euler. C'est un carré magique dont les entrées, ce sont des carrés de nombres. Alors, encore une fois, il faut prendre une calculatrice et calculer la valeur de la somme. Ici, il y a juste les sommes horizontales et verticales et les deux diagonales qui font la même somme. Il n'y a pas plus de combinaisons comme dans le cas de Chauty-Sayantra. Mais en fait, une question qu'on devrait se poser immédiatement, c'est que pourquoi il a fait un carré 4 x 4 si c'est plus difficile qu'en faire un carré d'ordre 3? Et la raison, c'est que, bon, il a essayé de le faire, Euler. Il a trouvé ce carré 4 x 4, il a essayé de le faire à l'ordre 3, il n'a pas réussi, et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à construire un carré magique avec cette 9 entrées, si vous voulez. Mais on ne sait pas non plus si ça existe. C'est une question ouverte. On sait que si ces nombres existent, ils devraient être très gros parce que les ordinateurs ne sont pas capables de retrouver un carré comme ça, mais les ordinateurs, ils ont une mémoire finie. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est un mystère et c'est un beau mystère. Et la raison, c'est parce que, en fait, si vous essayez de trouver les valeurs de A, B, C, D, etc., alors vous devez résoudre quelques équations et lorsqu'il y a ces carrés-là, les équations, ça devient complètement difficile. Ça rentre dans un domaine de maths qui est très, très, très difficile, où les choses se compliquent très rapidement, en fait. Donc, on ne sait pas résoudre des équations comme ça, même si ces équations semblent très simples. Et franchement, on ne sait pas les faire. Et l'ordinateur ne vient pas en aide. Donc, voilà, on peut poser la question de cette façon-là. Vous vous souvenez, le premier carré magique à l'ordre 3, il y avait une tortue avec les nombres sur son dos. On ne sait pas s'il y a une tortue avec le carré des nombres avec les propriétés magiques sur son dos. En tout cas, je crois que ça n'existe pas parce qu'on sait au moins que si les nombres existent, ils sont très, très, très grands. OK? Donc, c'est une question ouverte et une question vraiment passionnante. Alors, on pourrait penser que, bon, si jamais l'ordinateur n'est pas capable de trouver des solutions, des nombres comme ça, c'est parce qu'en fait, il n'y en a pas, parce que l'ordinateur peut arriver à des valeurs très, très grandes. Mais en fait, il ne faut pas se tromper, parce qu'il arrive parfois qu'il y a des problèmes très simples, même très, très simples, pour lesquels les solutions sont complètement inattendues. Par exemple,
Si vous prenez cette équation avec 3 inconnus, il y a une vache, etc. Et 3 inconnus, si vous n'aimez pas cette notation, vous mettez x, y, z, et vous voulez que la somme ici soit égale à 4, et vous essayez de trouver des solutions qui ce soient des nombres entiers, et vous donnez ça à un ordinateur, et alors l'ordinateur peut avoir vraiment des problèmes pour trouver les solutions. Et au moins à la main, c'est impossible de trouver des solutions. Et là, on peut penser qu'en fait, il n'y en a pas de solution, mais en fait, il y en a. Voici la solution la plus petite pour cette équation. Alors, trouver cette équation, cette solution à la main, ça devient impossible, mais notre intuition nous trompe, en fait. Et des solutions, il y en a plusieurs, en fait, mais voilà, c'est la plus petite. Donc, voilà, ça, c'est pour vous montrer que parfois, des équations très, très simples, comme celles qui apparaissent dans les carrés magiques, et avec des exposants de carré là, et ça peut devenir très, 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 très difficile. Alors, je voudrais fermer cet exposé en vous disant juste une chose. En fait, si j'étais de l'autre côté, j'aimerais poser une question immédiatement, pas immédiatement, mais à la fin de l'exposé, c'est à quoi ça sert, en fait? À quoi ça sert d'essayer de placer des nombres de manière spéciale, de telle sorte que les sommes des nombres soient les mêmes, etc., etc. Et je vais être très honnête, en fait, cet problème en particulier, ça sert pratiquement à rien. Et même si c'est beau, je vais revenir en arrière, c'est beau de donner, par exemple, un cadeau pour l'anniversaire d'une personne, un carré magique. Essayez de faire cet exercice. Si vous avez un ami, une amie d'anniversaire bientôt, alors demandez sa date de naissance et construisez un carré magique pour cette personne. Vous allez voir la réaction de cette personne. Et au moins, j'ai pratiqué ça pendant un an avec tous mes amis. Et en fait, tout le monde était très content de voir des nombres avec sa date de naissance, en fait. Mais on ne peut pas dire que ça, c'est vraiment un intérêt très, très important. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le problème, je l'ai posé d'une manière particulière pour les carrés magiques. Mais en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de comprendre les relations entre les nombres. On n'essaye pas de résoudre ce problème en particulier pour les carrés magiques, mais on essaye de comprendre toutes les possibles relations entre les nombres. Par exemple, entre les nombres premiers. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on additionne des nombres premiers? Et ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est vraiment extraordinaire les progrès qu'on a fait récemment sur ces domaines. Et par exemple, les équations qu'on retrouve ici sont très, très similaires aux équations qu'on résout, ou on essaye de résoudre tous les jours pour casser des codes. Hein. Et une bonne partie des méthodes de cryptographie, j'imagine que vous allez écouter un exposé de ça, vous l'avez déjà écouté, des méthodes de cryptographie fonctionnent justement parce que essayer de casser un code, ça revient à essayer, bon, vous voyez, l'ordinateur, dans son intérieur, il n'a que des chiffres en fait. Et essayer de casser un code c'est une suite de nombres, et ça consiste plus ou moins à essayer de résoudre une équation, mais c'est une équation de ce type. Et on a vu que ces équations sont très difficiles et en gros, c'est pour ça que ce n'est pas si facile que ça de casser un code. Et c'est tous ces domaines de la cryptographie, et dans tous ces domaines, on a une pleine conscience de ce genre de phénomènes, des équations simples qui sont très difficiles à résoudre, pour lesquelles on ne sait pas en fait toujours si on peut les résoudre ou pas. Et c'est grâce à ça qu'on a bâti pas mal de méthodes de cryptographie, et j'en suis sûr qu'aujourd'hui, au moins pour cet exposé, vous savez rentrer sur votre ordinateur, vous avez mis des codes pour accéder, etc. Donc, votre ordinateur a eu affaire à une équation de ce type. Donc, même si les carrés magiques n'intéressent pas vraiment pour la vie, pour le quotidien, en fait, les équations qui sont proches des équations que je vous ai montrées ici, apparaissent tous les jours, et d'une manière un peu secrète, invisible, mais elles sont toujours présentes. OK?
Bon, je vous remercie pour votre attention.